Mesdames et vous tous, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me voyez. Je suis Maître Guedun Lejibgeri et je vous retrouve sur la plateforme Blédard Podcast avec le même plaisir, avec la même curiosité et avec la même excitation parce que c'est un rendez-vous qui est intéressant, que je trouve passionnant parce que sur cette plateforme, nous rencontrons des gens qui nous inspirent. Pour la plupart, nous rencontrons des gens que nous admirons en général. Et aujourd'hui, mon invité ne fait pas exception à la règle. Au contraire, c'est quelqu'un qui est connu pour ses positions, quelqu'un qui a un parcours exceptionnel, une expertise extrêmement pointue et très rare. Et c'est quelqu'un qui dans sa vision, veut nous faire réussir il veut nous forcer à réussir, réussir bégou, comme on dit. Et pour ceux qui suivent cette plateforme et pour ceux qui le suivent sur les réseaux, que ce soit Facebook ou sur LinkedIn, où il est extrêmement présent, vous savez déjà de qui je parle. C'est le grand frère, c'est le mentor, c'est l'exemple, Edgar Gerasim, que je reçois aujourd'hui sur le Blédard Podcast avec beaucoup de joie. Bonjour, grand frère, et bienvenue sur le Blédard Podcast. Bonjour Eric, c'est toujours un plaisir, hein. En tout cas, je pense que dans le jargon, tu as fait un très bon placement de produit. Ah, Donc, mais on ne peut pas faire mieux que ça. Mais j'espère que le produit sera à la hauteur de ce placement. le produit, il est déjà apprécié. Je voudrais qu'on commence avec la structuration habituelle, c'est-à-dire qu'on commence par le parcours. Beaucoup de gens, quand ils voient l'expert, ils ne savent pas qu'il y a un parcours derrière. Peut-être qu'il y a des gens qui se trouvent aujourd'hui dans la position dans laquelle tu étais il y a quelques années et qui, en écoutant le parcours, pourraient être inspirés alors. Quel est le parcours et quelles sont juste les grandes étapes? Parce que je sais que si on va en détail, ce sera assez long. Donc, quelles sont les grandes étapes du parcours? Merci Eric. Déjà, je voudrais profiter de ce micro pour te féliciter. Féliciter le travail que tu fais et le travail que l'équipe fait. Parce que je pense que quand tu fais le tour un peu de nos capitales, tu dois être le premier podcast qui fonctionne à ce titre-là. Alors que ça soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres pays, c'est une activité récurrente. Donc, je voulais vraiment t'encourager dans ce sens et dire que c'est avec plaisir que je me retrouve ici. Le partage a été, moi, je crois toujours au partage parce que je pense que quand il y a un exemple, quand il y a quelqu'un qui dit par quoi il est passé, ça inspire toujours un. L'exercice auquel je vais me prêter, c'est toujours pas évident de parler de soi, hein. Mais je pense que dans les échanges, on va donner deux, trois indications qui peuvent aider. Personnellement, j'ai un parcours, on va commencer par le professionnel qui est divisé en trois grandes parties. Puis après, je vais redescendre. J'ai fait 10 ans en banque centrale. C'est à la Banque des États de l'Afrique centrale, aux services centraux. La BEAC, c'est une banque centrale des 6 États de la CEMAC. C'est un parcours au cours desquels j'ai appris, j'ai été formé. Je fais souvent des posts où j'indique les endroits dans lesquels j'étais. Moi qui viens de Moursal, moi qui viens de Bouta de Paris, Congo. La BEAC m'a permis d'aller en mission à Londres, à Bloomberg. J'ai été à Wall Street, j'ai été à Suisse, à Bâle. Mais donc, ce sont des missions formatrices qui m'ont fait un shift. Et moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 2006 lors de la crise financière. Je l'ai commencé très jeune, après l'école. Puis, j'ai passé 7 ans en banque de développement. Après la BEAC, je suis allé dans une institution sous-régionale également, qu'on appelle la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC. J'ai passé 7 ans là-bas. Donc, ce que j'ai emmagasiné à la BEAC qui était formateur, qui était une exposition très intéressante, dense, parce que le banquier central, c'est vraiment un endroit de formation. Je l'ai mis en œuvre à la BDAC pendant 7 ans, où j'ai aussi gravi des échelons et où j'ai été directeur des risques groupes, couvrant donc la gestion du portefeuille, mais on va entrer dans le détail après, et la gestion des risques. Durant les 7 ans, très belle exposition, parce que autant en banque centrale, c'est tout ce qui est régulation, économie monétaire. En banque de développement, c'est le secteur réel. Nous avons financé des routes, nous avons financé des ponts, nous avons financé des écoles, nous avons financé des aéroports, nous avons financé des industries. Et très belle exposition aussi parce que j'ai eu l'occasion de voir le secteur réel.
J'étais dans des projets. J'étais sur le terrain. D'ailleurs, à un moment, ma présence sur YouTube, je m'appelais l'homme de terrain parce que je troquais la veste avec des équipements de terrain pour aller superviser des routes, pour aller superviser des chantiers, ainsi de suite. Et au Tchad, on n'en a pas l'impression, mais la BDAC a financé des infrastructures, dont l'aéroport, quelques aéroports, les secteurs marchands, que ce soit l'abattoir à Moundou et bien d'autres. Et dans d'autres pays. Et ça m'a permis également de voyager dans la sous-région, dans le secteur réel. Après les 7 ans, donc, je suis passé en banque commerciale. J'ai été appelé par un groupe bancaire est-africain, le plus grand en Afrique de l'Est, en dehors d'Afrique du Sud, qui s'appelle Equity, le groupe Equity, qui m'a donc appelé pour que je vienne prendre en charge ce qu'on appelle la gestion, le Chief Risk Officer de l'une de ses filiales les plus dynamiques, peut-être prochainement la plus grande, Equity BCDC, en RDC. Vous savez, la RDC, c'est un pays continent. Donc la banque là-bas est très costaude. Nous avons 5 milliards de dollars de taille de bilan, plus de 150 agences sur une population de 110 millions d'habitants, 2500 personnels. Donc vraiment une très, très grande infrastructure. Et donc c'est un défi. J'y suis là-bas depuis 3 ans. Je m'y plais bien et je pense que dans les 3 étapes, c'était des phases de construction. D'accord. C'est un peu ça l'expertise. Mais avant ça, il y a la phase formation et puis il y a la phase n'djamenoise aussi. OK. Là, le début de la carrière en 2006, ça me fait penser justement, là, tu as parlé tout à l'heure de subprime, la fameuse crise américaine qui s'est déversée sur le reste du monde. Moi, je voudrais savoir pratiquement comment cette période, surtout que tu es en début de carrière, comment elle a affecté ton regard sur la dépendance des économies africaines finalement du reste du monde. Est-ce que ça t'a permis d'appréhender mieux ou ça a renforcé le sentiment que ces économies-là doivent être plus dynamiques et puis surtout plus souveraines? Absolument. Ça, c'est une très belle question qui va nous permettre de mettre le pied dans le plat. Je vais diviser en 2 parties. Une première partie, je parlerai plus de comment ça m'a impacté moi-même. Okay. J'arrive, parce qu'en termes de formation, j'ai fait une école de statistique qui s'appelle l'ICEA. J'en parle souvent aux jeunes qui ont fait mathématiques. Les mathématiques, ça donne de l'argent. Faut pas, ça parce que vous êtes dans des amphis, à Moundou, à Béché, à Abidjan ou à Yaoundé, vous considérez que les mathématiques, ça paye. Et ça paye dans leur domaine d'application. Une des applications des mathématiques, c'est la statistique. Donc, j'ai fait l'ICEA. Après, je suis entré à la BA. Tout ce que j'ai appris, c'est l'économie monétaire, des choses comme ça. Et j'arrive en salle des marchés. Alors, j'ai commencé ma carrière à la Banque centrale dans une direction qu'on appelle la salle des marchés. Okay. La salle des marchés, je n'entre pas dans les détails, mais c'est un peu la gestion de la bourse, en fait. On gère les réserves d'échange. Mon premier jour, je suis en face de mon encadreur qui me dit « Ah, c'est Edgar, toi? Oui, oui. Tiens, donc, tu es statisticien. Écoute, on a un problème avec les stock options parce que les straddles doivent tomber et là, la bourse casse la gueule. Qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis, mais je suis tombé où là? Et quand on essaye de poser des questions en profondeur, on se rend compte que dans la salle des marchés, on était tous limités. On ne comprenait pas ce qui se passait, la crise de subprime. Okay. Parce que comme on gère les réserves d'échange des États, quand un commerçant à Béché, à Moundou, vend ses biens, il les vend à l'international. On le paye dans une devise qui n'est pas la sienne, le dollar. Et quand on paye le dollar est mis dans un panier qu'on appelle réserve d'échange et la Banque centrale donne la contre-valeur en CFA à la personne pour fonctionner. Ces réserves d'échange, nous les plaçons, nous les fructifions. En les plaçant, nous les plaçons sur les marchés internationaux. Et là, nous nous sommes rendus compte, pour revenir à ta deuxième question, la deuxième partie de ta question, c'est de dire, premièrement, nous n'exportons que des matières premières, pas des produits finis. Ça, c'est un. Mais pire, nous sommes ce qu'on appelle preneurs des prix, price taker. C'est-à-dire, nous ne disons même pas les prix de nos produits. Quand nous exportons le coton, le pétrole et tout le reste, c'est des marchés internationaux, des gamins qui ont fait des formations quelque part, qui se retrouvent et qui donnent des prix à ces trucs. Et donc, du coup, quand on dit que le prix du pétrole a augmenté ou a baissé, et le prix de l'or a augmenté ou a baissé, alors que nous sommes le réservoir des matières premières en Afrique, nous ne transformons pas, mais surtout ce que nous vendons, nous ne fixons pas le prix.
Donc, tu viens dans un marché à Dembé et c'est le client qui fixe le prix de ce que tu vends. Imagine un peu la mécanique. Donc, j'ai pris conscience de ce double décalage. Ok. Un décalage du fait que nous tirons du sous-sol pour vendre sans transformer, c'est très grave, parce que du cacao au chocolat ou du coton à l'habit, c'est x10 en termes de prix. Le cacao ou le coton, disons n'importe quoi, si ça te coûte 100, le chocolat que tu vends 1000, l'habit que tu portes, je te vois très belle veste, c'est 10 000. Donc, on perd d'abord de la valeur, mais surtout le prix 100 que tu fixes, c'est même pas toi qui fixes. Cette conscience m'a poussé, Eric, à une chose. Moi, j'avais des collègues, certains aînés à la Banque centrale qui se moquaient de moi. J'imprimais régulièrement. J'ai imprimé Wikipédia, des choses pour lire. Je rentrais avec le sac à dos. J'avais 2 sacs. Un gros sac à dos et une sacoche. Des choses à lire. Parce que j'ai atteint un niveau des questionnements auprès des aînés qui étaient en place. Nous étions à la limite de la frontière de la compréhension du contexte. Subprime, je ne vais pas citer les termes barbares, mais Credit Default Swap, CDO, MBS, Mortgage Backed Obligation Security. C'est des choses, tu comprenais bien quand tu posais la question à ton encadreur, il était lui aussi limité. Moi, j'avais la chance que j'avais un encadreur, je lui ai fait hommage, hein, M. David Dako. Il a passé 10 ans à la Bourse de Paris. Il m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, même l'actuel PCA d'Ecobank, Alain Conchou, qu'on connaît un peu, il était un moment au conseil des investigations, l'autre investissement, donc il nous a aidés. Mais il fallait lire. Et j'ai découvert le bonheur que les réponses sont dans la lecture. D'où j'ai commencé à accélérer dans la lecture. On n'avait pas ChatGPT, tout le reste. Il fallait imprimer Wikipédia parce que tu n'as pas la connexion. Et j'ai même des sacoches. Quand on déménage, mon épouse me dit, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et donc voilà, ça a été une période formatrice pour te dire, oui, on a une déconnexion et la diversification est une évidence, à double titre. Diversification de nos produits, transformation de matières premières en produits finis, diversification de la base de production et capacité à fixer les prix. Pour ça, il faut avoir une bourse soi-même. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est justement cette expérience et cette conscience que tu prends qui te pousse vers la gestion des risques ou bien à quel moment tu te spécialises? Est-ce qu'il y a une activité, un événement particulier qui te pousse vers cette spécialisation-là? J'adore ces questions. Elles marchent bien pour les pays occidentaux. Okay. Toi et moi, et je me permets de préempter pour toi, nos spécialités sur le parcours de la vie, en fait, qui nous amènent. Parce que notre vraie spécialité, c'est réussir. Si quelqu'un nous pose la question, qu'est-ce que tu voulais faire? En réalité, la réponse qu'on va lui donner, c'est que ma spécialité, c'est que je voulais réussir pour permettre à ma famille de bien vivre. Si je pouvais réussir en étant pilote, j'allais être pilote. En étant boxeur, j'allais être boxeur. J'aime bien quand Ganou dit, je tape les gens pour vivre. Mais moi, j'ai fait la gestion des risques pour vivre. Okay. Donc, j'y arrive comment? La statistique, parce que j'ai fait Farcha, je fais un clin d'œil à Farcha et progressivement, vous allez voir le bout un peu du parcours quand on va descendre pour que ça ne soit pas linéaire. Après le bac au Sacré-Cœur, je suis allé à Farcha. Moi, ça me fait rigoler quand je vois les gens dire que vous êtes de famille bien, c'est pour ça. Je rigole parce que on accompagnait d'autres à l'aéroport qui partaient à Marseille étudier. Et après, quand tu te tournes vers le papa, tu regardes le contexte dans lequel vous êtes. Toi-même, tu t'interdis de lui proposer d'aller dans... Tu te dis, bon, écoute, on va aller à Farcha, on va se débrouiller. Et puis après, on va faire les concours. Donc, on était une vague. Je ne sais pas si c'était également à ton époque, mais notre époque à nous, on partait en fac maths parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de concours qu'on pouvait faire. Mais pourquoi on faisait les concours? Parce que ces concours donnaient des bourses. Pourquoi la bourse? Parce que les parents ne peuvent pas payer. Donc, on se disait que les parents nous ont poussés jusqu'au bac. Notre énergie, c'est qu'on arrive en fac maths, on va regarder tous les concours possibles, on va les faire, et là où ça va marcher, on ira. Et là où on ira, ça sera notre profession. Donc, moi, j'ai fait EAMO, je pouvais être architecte.
J'ai fait, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de faire Assegna, il faut que je vérifie un peu dans ma mémoire, mais il y avait ICA, il y avait également le concours de Ethiopian. Et quand on était déjà à l'école, j'ai un de mes amis, Fatah Soubé, je lui fais un clin d'œil, nous avions le concours de Shloom, ça c'était le premier. J'étais passionné par tout. J'étais passionné par Shloom, j'étais passionné par... Parce que j'étais passionné par le fait que tu vas aller étudier dans un cadre bien, tu vas réussir ta vie et tu vas aider les parents parce qu'il n'y a pas pire que l'impuissance de ne pas agir quand les choses vont mal, parce qu'à cause de ça, on ne peut pas acheter les médicaments et tout le reste. Donc, Yamo, je pense que j'ai eu le concours des Yamo, mais je vois que cette année-là, le Tchad n'a pas contribué des conneries comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Pour Shloom, on devait le faire quand on était en terminale. Mais cette année, on nous disait que c'était la Guinée plutôt et pas le Tchad. Donc, on était vénère là. Parce que, bon, je fais un clin d'œil un peu à d'autres amis qui ont fait d'autres écoles, mais on nous avait réunis et donc, nous, du Sacré-Cœur, on était sûrs que, bon, écoute, il y a qui en face, quoi, je veux dire. Donc, c'est sûr qu'on allait passer. Ça, c'est cette petite arrogance sacré-cœurienne. Et finalement, c'est l'ICA qui a marché. Quand tu arrives à l'ICA et que tu fais statistique, généralement, si tu ne vas pas vers la macroéconomie ou la démographie, tu vas vers la finance de marché. Parce que ça consomme beaucoup de finances. Et donc, je vais en finance de marché, donc je vais en salle des marchés, c'est la finance, la politique monétaire de la finance. J'arrive en finance de marché et là où on m'oriente, c'est un secteur qu'on appelle le middle office. Donc, middle office, globalement, c'est la gestion des risques. Donc, du coup, j'ai fait un peu de front. Le back, c'est plus la comptabilité. Mais le middle, la compte, tout ce qui est faire compte des produits, fabriquer, mesurer, évaluer la gestion des risques, je suis entré là-bas et j'ai trouvé quelqu'un qui était passionné. Généralement, on fait la profession de la personne qui nous a formés et qui est passionné. Quand tu trouves quelqu'un de passionné, il te transmet la passion. Et mon mentor, David Dako, m'a transmis la passion de la gestion des risques. Okay. Et progressivement, j'ai évolué là-bas parce que je dis toujours que le risque, c'est un piédestal qui te permet de regarder l'activité sous toutes ses coutures. Et donc, je mets la main un peu partout. Je peux voir le commercial, quel est l'aspect risque. Et j'ai progressivement fait dans ce parcours-là depuis 20 ans quand même. Okay. Maintenant, pour moi, et je pense pour la majorité qui ne sont pas des financiers, ça peut être peut-être mal interprété, mal compris. Pour toi, comment se matérialise la gestion du risque? Est-ce qu'on se retrouve plus dans une question de décision d'investissement? Est-ce qu'on est dans une stratégie financière ou bien des analyses sectorielles? Comment ça se manifeste au quotidien? Très bonne question. Je vais te donner 3 exemples. Premier exemple, je prends le secteur réel. Tu es dans une entreprise industrielle, d'accord? Ou une activité quelconque commerciale. Quand tu veux réaliser ton activité, première chose, il y a un premier risque auquel tu fais face, c'est le risque de production. Imagine que tu fabriques des jus. D'accord? Bon. La première des choses, c'est que l'outil, la machine de production qui te permet de produire peut avoir un point de risque. Ça ne marche pas. Tu sors des jus qui sont de mauvaise qualité, ainsi de suite, et tu commences à avoir mal à la tête. Donc, le premier travail que tu fais, c'est acheter des machines de bonne qualité et bien suivre le process parce qu'un petit ingrédient qui n'est pas bien mis, ainsi de suite, fait que le produit final n'est pas bon. Donc, tu regardes quel est ton risque de production. Mais une fois que tu as produit, il faut le vendre. Pour le vendre, il faut que tu aies un marché. Tu peux avoir très mal ciblé le marché. Tu peux cibler un marché, mais ça ne s'écoule pas bien. C'est ce qu'on appelle le risque de distribution et le risque commercial. Quand j'appelle risque, tu as peur, tu te dis il y a un problème. Non. Mais quand je te dis comment je t'aide à mieux distribuer ton produit, la personne dont le rôle, c'est de dire, écoute, ton produit, tu l'as fabriqué, le jus, il est bon, mais en fait, le public ne l'aime pas. Peut-être parce que ton branding, tu le fais, les gens considèrent que c'est pour la haute société. Parce que tu le mets sur des bouteilles très jolies. Là-bas, les gens aiment les trucs dans le plastique. Ils considèrent que ce n'est pas pour eux. Ou alors, à contrario, non, c'est une population qui veut des choses sélectives. Ton emballage n'est pas bon, c'est pour ça que ça ne passe pas. Ou mieux, je vais te faire réagir, tu verras. Il y a des magasins où quand tu places ton produit, tu baisses le prix, tu penses qu'en baissant le prix, ça passe vite.
Mais ça passe pas vite. Pourquoi? Parce que le commerçant chez qui tu as placé le produit, en baissant le prix, il perd de la marge. Il ne mettra pas ton produit en avant. Il va mettre des produits où il a les marges les plus élevées parce qu'il y a entre toi et lui ce qu'on appelle un sharing revenu, un partage de revenus. Tu seras surpris que ce n'est pas parce que tu baisses ton prix que ton produit passe vite. Tu vois, ça, c'est l'analyse que le risque fait pour dire ça, il y a un risque de distribution. Après, il y a un risque financier, il y a un risque commercial. Donc, l'ensemble de la chaîne de production dans une entreprise commerciale peut se voir dans une optique risque. OK. Mais c'est nouveau. Plusieurs crises ont poussé les dirigeants à comprendre que la gestion des risques, c'est plutôt un apport de valeur ajoutée dans la meilleure organisation d'une activité. Mais ça, je l'ai expliqué dans le secteur industriel. Je peux l'expliquer dans le secteur de la banque ou quand tu fais une opération, dans toute activité où il y a un gain, il y a un risque. D'accord. S'il n'y a pas de gain, il n'y aura pas de risque. Okay. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de gain. Voilà. Donc, il y a une relation entre les deux. Okay. Et c'est parce que le risque est élevé que la rentabilité est meilleure. Okay. Et du coup, avec ton immense expérience, je voudrais que tu nous donnes un peu ton regard par rapport à certains risques. Est-ce qu'il y en a qui sont plus présents, plus intenses, par exemple en Afrique centrale ou même au Tchad qu'ailleurs? Alors, je pense que si je prends le cas de nos pays, pour un investisseur par définition, et on le dit très souvent, il y a déjà l'instabilité de la protection judiciaire qui fait qu'il y a très peu d'investisseurs qui viennent s'installer dans nos pays. C'est quoi l'instabilité judiciaire ou la non-protection judiciaire? C'est que je peux mettre mon argent dans une activité qui fleurit, qui fonctionne bien, mais pour des problèmes que j'ai avec X, Y, sur un sujet quelconque, je peux être dépossédé. Et ce risque-là, parce que nous ne l'adressons pas bien, parce que nous ne le traitons pas bien, il est surinterprété par des gens à l'extérieur. Okay. Donc, il y a ce qu'on appelle le gap de perception. Peut-être qu'il n'est pas très élevé, mais nous le traitons très mal. Et quand il y a des événements, nous montrons comment l'instabilité de la protection juridique des biens est réelle. Les gars à l'extérieur généralisent surtout et se disent « je ne vais pas là-bas Okay. ». Parce que si je peux être dépossédé à tout moment, pourquoi aller investir? Après, derrière ça, tu as d'autres risques qui sont des opportunités. Parce que dans la langue chinoise, les deux mots sont liés. Okay. Risque et opportunité sont complètement liés. On dit chez nous que l'ensemble des facteurs de production ne sont pas sur place. Tu n'as pas l'énergie. Tu as une main-d'œuvre, hélas, peu qualifiée, malgré, tu sais, on se trompe souvent. On pense que les très hauts taux de chômage signifient qu'on a un vivier de très grands talents. Okay. Non. On peut avoir c'est un raccourci fréquent. C'est un raccourci fréquent. Et ce n'est pas de leur faute parce que justement, quand tu veux installer une industrie et que tu dois te mettre à former, tu perds le temps. Tu as besoin d'avoir des gens déjà qualifiés et prêts. Mais s'ils ne sont pas employés, c'est qu'ils ne sont pas rodés pour être qualifiés. Mais pour être qualifié, il faut qu'on les prenne. Il n'y a pas d'industrie, on les prend comment? Du coup, on est dans un cercle vicieux. Il y a ça. Et puis ensuite, effectivement, il y a les infrastructures routières, tout le reste. Donc, tous ces obstacles-là qui peuvent être très difficiles pour un primo entrant, pour celui qui est installé, ça permet d'abord d'avoir un barrage à l'entrée, parce que tu n'as pas de concurrence. Mais quand tu maîtrises, tu es en monopole. Et parce qu'il n'y a pas d'énergie, ben, tu peux proposer l'énergie aussi. Parce qu'il n'y a pas de talent, tu peux les former. L'école coûte cher. Parce que les instituts coûtent chez nous quand même, par rapport au pouvoir d'achat. Et tout le reste. Donc, oui, ce que je peux dire, c'est qu'il y a la question de la sécurité juridique qui est là, et puis il y a tous les risques en amont, en aval, qui sont des risques qu'on peut adresser et qu'il faut collectivement mettre vraiment. Moi, j'ai toujours posé la question, on crée des ministères dans nos pays qu'on peut questionner. Moi, je fais souvent des posts où je questionne pour titiller un peu. Mais on n'a pas de ministère doing business. J'aimerais bien avoir quelqu'un dont le rôle, il est le ministre doing business. Ministre des climats des affaires. Il a 12 points. Il faut qu'il check. Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que ça, c'est bon? Il rend compte de rendre bien le climat des affaires, par exemple. D'accord.
Je voudrais justement parler du regard des investisseurs par rapport à nos marchés. Et justement, cette perception qui parfois est réelle, mais que nos dirigeants, ou en tout cas notre population dans son ensemble, ne comprend pas. On était habitué à un certain type d'investisseurs, on dit justement les anciennes puissances coloniales en général, qui avaient le monopole et qui étaient toujours là. Aujourd'hui, on observe de plus en plus qu'il y a d'autres types d'investisseurs, que ce soit asiatiques ou des pays du Golfe, qui arrivent. Et quand on observe, on a l'impression qu'il y a des risques qui ne sont pas pertinents pour eux, alors que, voilà, avant, il y avait beaucoup plus de facteurs pour évaluer le risque pays, ou bien, voilà, en tout cas, que les investisseurs utilisaient pour évaluer nos marchés. Est-ce que ces nouveaux investisseurs-là, en observant sur la durée, est-ce qu'ils créent un peu une sorte de reconfiguration de la géographie financière de l'Afrique? Absolument. Et moi, ce que je dirais, c'est que on aimerait voir davantage des investisseurs endogènes. La solution ne viendra ni d'Orient, ni d'Occident, mais de chez nous-mêmes. Et quand on dit investisseurs, ce n'est pas nécessairement des grosses sommes. D'ailleurs, Eric, tu me permets de glisser un peu sur une discussion qu'on aura ce samedi 18, au cours de laquelle on va démystifier la question de l'investissement. D'accord. Parce que quand on dit investissement, on pense qu'il faut 10 millions, 1 million, 100 millions. Non. L'investissement, c'est ce qu'on fait avec l'épargne. L'épargne, c'est ce qu'on met de côté. On a une mauvaise définition de l'épargne venant de l'économie qu'on dit c'est l'excédent de revenus sur la consommation. C'est faux. Il ne faut pas d'abord sur son revenu consommer et le reste on épargne. Non. On coupe, on épargne d'abord. Moi, ma mère, et peut-être qu'on va faire cette rétrospective, ma mère était commerçante. Quand je dis commerçante, c'est un gros mot. Et elle était, vous savez, au Cameroun, on appelle Bayam Salam. Okay. D'accord. Donc, le petit commerce. Mais quand même, elle partait en Centrafrique. Elle achetait les marmites, elle achetait les bancs, les choses comme ça, dans les trucs de Centrafrique qu'elle amenait au Tchad. Elle vendait. Et puis, du Tchad, elle prenait des choses que les Centrafricains voulaient, elle amenait là-bas. Elle faisait les allers-retours. Et je l'ai observé dans sa gestion financière parce que moi, très tôt, j'ai été impliqué parce que j'étais d'abord le recouvreur. Okay. Vous savez, quand on envoie l'enfant aller recouvrer, tu es obligé de donner l'argent. Donc, c'est moi qui faisais le recouvrement et c'est moi qui faisais ses finances. Et bien avant ça, j'ai eu également cette chance. Mon père, qui est enseignant, prof d'EPS, maître d'EPS, il avait une boutique et un tuyau. Tu sais, je dis un tuyau, ceux qui ne sont pas tchadiens ne comprendront pas. Au Tchad, avant, on n'avait pas l'eau dans toutes les familles. Donc, il y avait des gens qui prenaient les bornes de ST2E, là, mettaient à l'extérieur pour permettre à des gens de venir prendre. Et donc, moi, je gérais le tuyau et la boutique. Okay. J'étais petit, j'étais à Hawanakai. Et les boulas là qui venaient, c'était d'ailleurs des bons amis. Mon père m'a dit la dernière fois que certains me demandent aussi. Je faisais avec eux la comptabilité, ainsi de suite. Les deux situations m'ont appris un truc. Les boulas là, ils épargnent avant de consommer. Quand ils vont vendre l'eau, quand ils reviennent, c'était des colporteurs d'eau, ils vendent l'eau, quand ils reviennent, ils mettent d'abord l'argent de côté avant de consommer. Au point où, bêtement, on rit d'eux parce que c'est des gens qui sont capables de te boire le thé, tu vois, le chai qui verse là, ils peuvent te boire pendant une semaine. Ils font bouillir le thé. Le même thé qui est là, ils peuvent verser peut-être deux seaux d'eau hein, pour boire. Si tu sommes l'eau en globe, ils boivent parce qu'ils ont cette mentalité de l'épargne, c'est d'abord un exercice de privation pour demain. Parce que la privation pour demain va vers l'investissement pour mieux vivre. J'ai ramené la même idée, je l'ai observé chez ma mère, en lui disant non, en fait, ce qu'on doit faire, c'est que ton besoin, tu dégages d'abord l'argent de côté et c'est le restant qu'on ajuste le niveau de vie à ça. Et quand tu as ce montant, cette épargne, ben, tu peux déjà commencer à investir. Tu peux gagner 100 000, 150 000, 200 000. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu te souviens, mais la technique de 40, 40, 10, 10. C'était justement ça ma prochaine question. Voilà. Est-ce que du coup, c'est justement cette observation-là, peut-être tardive,
ou depuis très jeune, c'est Tardif. quelque chose que tu... Conceptualiser tardivement. Ok. Observer jeune, mais conceptualiser tardivement. Ok. Observer jeune parce que les deux phénomènes que je viens de citer m'ont permis de mieux comprendre la nécessité de l'épargne. Théoriser tardivement parce que j'ai compris à quoi ça sert. Ok. Quand tu te forces à épargner, parce que, écoute Eric, on est dans une société où aider est vu comme quelque chose de sacré, mais on le fait depuis plus de 60 ans. Personne n'est sorti de là. À un moment, il faut tirer les conclusions. Je veux dire, tu commences par ton petit salaire de 200, 300 000, tout le village est sur ton dos. Toi-même, tu t'obliges, même quand personne ne te parle, tu t'obliges d'aider. Tu considères, tu ne veux même pas entendre le fait que ne pas aider soit possible. Et tu aides avec tes 300 000, 150 000, 200 000 vont, il reste à peine 100 000. Ton enfant mange mal, ta femme loge mal, tu t'investis mal sur toi. Et les 200 000 que tu distribues à gauche, à droite, ne changent aucunement la situation des gens que tu aides parce qu'ils ont le problème social au Tchad, c'est le problème du budget de l'État, ce n'est pas un problème de toi. Et à la fin, vous êtes comme ça, 10, 20, tu retombes dans la pauvreté. Or, d'où vient l'investissement? Tous ces 200, 300 000 qui sont placés à gauche, à droite, constitués dans une épargne, ça te permet demain d'acheter un lopin de terre, ça te permet demain d'acheter un petit équipement donné à madame, un frigo, un congélateur. Elle vend yaourt, elle vend glace, ça amène un peu du revenu. Ça te permet de mettre toi-même. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on oublie quel est l'engin, je mets entre griffes engin, qui a permis d'avoir 300 000. C'est toi. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est parce que tu allais étudier que tu as eu 300 000. Mais tu oublies très vite cela. Tu es tout le temps à l'accès assiette, tu bois, tu manges la viande, tu ne manges pas bien, tu ne fais pas de sport, tu es sur la moto avec tous les risques, tu t'habilles mal, tu te mets pas devant, tu ne te formes pas, et tu es surpris de passer 10 ans en étant toujours dans les 300 000, en négligeant l'engin principal qui a eu 300 000. Or, dégager, si on commence à avoir une culture de dégager du revenu, et là, les banques vont entrer en jeu, ces revenus constituent une épargne, cette épargne va vers l'investissement. Et cet investissement, Eric, tu seras surpris. Il y a des bourses où des gens qui gagnent 5 000, qui ont une épargne de 5 000, 10 000, achètent des actions. C'est la BRVM. Moi, j'ai un portefeuille à la BRVM. La BRVM, c'est la bourse des valeurs mobilières en Afrique de l'Ouest. J'ai un très bon ami, Daniel Agré, qui a une agence NSU, Sika Finance. Il en parle très souvent. Avec ce petit investissement, sur un an, j'ai fait 75% de revenus sur ma mise. Wow. C'est-à-dire, le montant que j'ai mis, j'ai eu 75% de plus. Parce qu'il y a des actions, Uniwax, Sonatel, en Afrique de l'Ouest, qui marchent bien. Et une action, en fait, c'est quoi? Je n'ai pas envie d'être expert pour ça. Je connais juste qu'il y a quelque chose, un courtier de bourse me dit, va acheter, j'ai de l'argent de côté, je pars, j'achète. Et apparemment, ils se réunissent en fin d'année et ils décident des dividendes. Ils me partagent les dividendes. Ou alors, l'État émet des titres, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, 8%, 7%, j'achète. Annuellement, ils me versent les revenus. Et j'ai mon portefeuille constitué. J'ai dit, on peut faire ça. Je ne suis même pas entré dans des choses compliquées comme la crypto-monnaie ou les swaps, des choses. Non, des choses simples. Avec ça, tu investis. Mais si des ménagères en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, on fait ça, ça signifie que des ménagères ou des commerçants au Tchad, au Cameroun peuvent le faire. Malheureusement, notre bourse n'est pas très dynamique. Elle doit suivre. On va en discuter d'ailleurs le 18. Et il est possible pour vous-même qui êtes ici dans la diaspora, parce qu'il y a un canal, d'investir là-bas avec vos revenus. Je veux bien et samedi, je serai là justement pour ça. Il faut le faire. Et s'il faut retenir un truc de cet échange sur la question de l'investissement, c'est que n'attendons pas nécessairement les Chinois, les Coréens, les Qataris, tout le reste. C'est du gros investissement. Et si l'argent vient, prenons. Je ne dis pas qu'il faut laisser tomber. Non, prenons. Mais ce que je veux dire, c'est que le vrai investissement doit être endogène. Nous devons faire la culture de l'épargne endogène. Et l'épargne endogène, Eric, ça commence en réalité pas
dans des grands discours. Ça, il faut travailler déjà le mindset. Poussons les gens à ce qu'ils comprennent que quand tu gagnes ton salaire, ce n'est pas un péché si tu mets de l'argent de côté. Mais là, ce que tu dis en termes de culture, y a une phrase qui me vient en tête parce qu'on me l'a répété. La meilleure façon d'aider quelqu'un qui est pauvre, c'est d'arrêter d'en être un. Et c'est peut-être pour l'exemple, pour les opportunités que cela peut devenir. Mais on a l'impression que chez nous, justement, il y a cette culture que tu viens d'évoquer. Et pour moi, quelque part, est-ce que ce n'est pas justement euh, basé sur juste un manque d'éducation financière basique? Parce qu'on a l'impression que l'investissement, il faut un peu connaître encore. Mais même épargner que tu as pu conceptualiser, est-ce que ce n'est peut-être pas ça le plus grand problème, la plus grande chose à attaquer pour que demain, on puisse vraiment, au moins déjà savoir gérer son argent proprement. Maintenant, une fois qu'on sait qu'on peut épargner, qu'on peut utiliser, voici les différentes proportions. Maintenant, essayer de voir si on a une épargne, dans quoi investir. Absolument. Écoute, l'éducation financière, comme tu le sais, je pense que c'est le secteur de la finance qui a fait vendre le plus de livres. Ça signifie que ce n'est pas une question essentiellement ou typiquement tchadien ou africain, c'est un problème mondial. Dans les cursus de formation, il n'y a pas un endroit où les gens prennent du temps pour former les autres à comment gérer l'argent. Il n'y a pas. On sait comment on peut fabriquer l'argent, on connaît les grands théorèmes, la politique monétaire, on sait faire le bilan, le compte des résultats. Mais en réalité, dans nos parcours, nous n'avons pas un moment où on nous a appris comment fonctionne l'argent. Moi, je conseille tout le monde ici de lire Psychology of Money, la psychologie de la monnaie. Parce que l'argent a une psychologie derrière. Tu peux ignorer, mais ça va te rattraper. Il y a des couples qui divorcent, il y a des gens qui ont des problèmes dans la gestion de l'argent. Et l'exercice que moi je fais, parce que derrière la dynamique réussir Bégou, et on va certainement revenir, il y a une des notions, c'est le 40-40-10-10, et c'est l'éducation financière. Quand j'en ai parlé, c'est un truc qui existe avant, hein, donc moi je l'ai juste popularisé. J'ai vu le choc des gens qui, première réaction, c'est égoïste ce que tu dis. Hein. C'est une vision mercantiliste. Ils expliquent tout. J'aime bien, je veux bien ça, je suis d'accord avec ça. Je veux juste que vous montrez le modèle, votre modèle actuel, à quoi ça aboutit. Qu'est-ce que ça donne de bon? Si ça ne donne pas, testons un peu celui-là pour voir ce que ça donne. C'est quoi le 40-40-10-10? 40% investissement, 40% consommation, 10% épargne, 10% loisir. Donne la forme que tu veux. C'est juste une proposition. Ça peut être 50, 30, 20, tout ce que tu veux. Mais dès lors que tu as un schéma mental, le déclic ici, ce n'est pas le ratio. C'est le schéma mental qui signifie que j'ai 1000, 100 000 ou 1 million, je divise. Diviser signifie qu'une partie de l'argent est réservée à quelque chose, quel que soit ce qui arrive. C'est déjà un exercice. Et c'est un exercice qui fait affronter la culture. Parce que organiser son argent, c'est faire de la discipline. Or, faire de la discipline, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Donc, du coup, on est dans une société où les gens gagnent leur salaire le 25, le 30, le 5, le 6, ils sont fauchés. Ils sont fauchés pas parce qu'ils sont des gens méchants. Non, simplement, la réponse très simple, c'est que le niveau des dépenses invisibles qu'ils ne savent pas dépasse le salaire. Et les dépenses invisibles, c'est simple. C'est, tu sors avec des amis, 20 000 sont partis, tu penses que c'est rien. Il y a 2, 3 cas sociaux que tu as couverts, 30 000 sont partis, tu penses que c'est rien, c'est 50 000. Il y avait des dettes avant sur des choses que tu ne sais même pas comment expliquer. 50 000 sont partis, c'est 100 000. Mais si tu gagnais 300 000, ça fait un tiers de ton salaire qui est parti. Si tu t'arrêtes un tout petit peu et que tu apprends à être impopulaire un peu, tu supportes d'être impopulaire. Tu peux être impopulaire pendant 3 ans et puis un jour, quand tu arrives, parce que tu as bien épargné, parce que tu as bien investi, tu fais un geste sérieux. Toute l'impopularité va disparaître. Tu sais, en Afrique, on a le souvenir du dernier action. Hein. On n'a pas le souvenir. Tu peux faire 10 ans du bien. Si en un an, tu fais du mal, on va oublier les 10 ans de bien. De la même manière,
hélas. Tu peux faire 10 ans de mal. Tu fais 1 an de bien, on va se souvenir de la dernière année de bien. On a le souvenir de la dernière action. Donc, c'est un chemin qu'on doit emprunter de la culture de l'épargne. Et poussons les gens à être responsables eux-mêmes. D'accord? La tante à qui tu envoies régulièrement, et ça c'est vrai pour vous la diaspora, depuis 30, 40 ans que vous envoyez les Western Union, ça n'a changé la vie de personne. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu de donner du poisson, ou même d'apprendre à pêcher, d'accord, apprenez-leur à vendre des canaux de pêche. C'est encore meilleur parce que je crois que là, ils en auront de mieux pour se développer. Donc oui, pour résumer, l'éducation financière, c'est important. Moi, je suis vraiment, et j'en ai parlé, c'est quelque chose que je veux porter comme message, même dans nos écoles, dans nos instituts, dans nos universités, qu'on intègre la matière éducation financière, qu'on aille apprendre auprès de nos sociétés qui savent faire l'éducation financière. Il y en a. Tu as les boutiquiers ouadayens, ils savent faire l'éducation financière. Tu as nos mamans qui vendent le poisson, elles savent faire l'éducation financière parce qu'avec les petits jetons, elles mettent de côté, elles vont racheter, elles savent que c'est ça, elles vivent de ça. Donc, on a des gens auprès de nous, au lieu de dire d'aller lire Kiyosaki, allez voir à côté les gens qui savent l'éducation financière, vous les appliquez chez vous. Première conscience, l'épargne vient avant la consommation. Et le reste, je vis au rythme de ça. Et ce que j'ai épargné, ce n'est pas pour observer et être content de ça. Ça, c'est être pingre. Ça sert à rien. Ça, je le prends pour investir sur moi. Et sur quoi je m'investis? Venez le 18, vous saurez. D'accord. Le 40-40-10, ça rentre dans un contexte plus général. Ça rentre dans le fameux réussir Bego, qui est pour moi une philosophie qui peut être amusante de par son nom, mais qui est très sérieuse lorsqu'on creuse un peu et qu'on regarde à comment tu es attaché à la culture du travail acharné, à l'excellence et plein d'autres concepts comme ça que tu distilles justement à travers tes différentes publications. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette philosophie et surtout pourquoi tu penses qu'il faut forcer les gens à réussir et que, comme si les gens ne voulaient pas déjà réussir d'eux-mêmes, quoi. Non, ça, c'est une très bonne question, Eric. Écoute, le cerveau humain sait produire des réponses négatives. Le cerveau humain est très prolixe quand il faut trouver des réponses pour ne pas faire. Toi-même, si tu dois te lever pour aller au sport, tu auras 20 réponses pour expliquer pourquoi tu ne dois pas aller au sport. Je suis fatigué aujourd'hui, hier j'ai travaillé très fort, ainsi de suite. Et quand je discutais avec des jeunes pour dire, écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu n'as pas candidaté là-bas? Pourquoi tu ne... Ils ont toujours des explications. On n'a pas de lumière. Grand, il n'y a pas Internet ici. Alors que quand il y a des lives de ma sœur Chanty Caviar, ils sont tous connectés. Quand il y a des lives de trucs politiques, tout le monde est connecté. Je n'ai pas la lumière. Ici, c'est dur. La politique a fait ceci. Il fait très chaud. Alors qu'ils sont tous à accès à 7 le soir, ou même en journée déjà. Donc, je me suis rendu compte que je passais plus de temps à expliquer. Tu t'épuises à expliquer le contexte négatif qui sont en face. Parce que tu peux amener toutes les solutions, mais par une phrase, il te fait... Tu es fatigué, tu es cassé. Par une phrase, il te dit, oui, grand, tout ce que tu dis là est bon, mais où est Internet ici? D'accord? L'Internet ne marche pas chez nous. Il te casse. Donc, du coup, écoute, j'ai dit, la technique que je vais faire, c'est que je ne vais pas entrer dans ce jeu. Ce que je vais leur dire, c'est que d'abord, premièrement, toi, en ton époque, aujourd'hui, 2025-2026, retourne 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tôt. Moi, j'étudiais avec LAMP. J'étais avec quelques amis, on était à Farcha. LAMP, là, il n'y avait pas de pétrole dedans. On augmentait la mèche. Je fais un clin d'œil à Maundoué. Allume ta lampe et reste éveillé. On allumait la lampe. On lisait avec la lampe. Je crois que c'est même ça qui a détruit mes yeux. Je me fais toujours cette illusion. On n'avait pas la lumière comme vous. On partait, quand c'est possible, dans les lampadaires publics avec des insectes, machin. On n'avait pas Internet. Il fallait aller à la bibliothèque CCF quand c'est possible. Et on ne mangeait pas nécessairement nos faim comme vous. Je ne sais pas si tu as eu déjà la crampe de ventre. Tu sais, il y a les crampes de pied.
Hein. Non, il crampe de ventre. Hein. Moi aussi, C'est-à-dire que le ventre n'a pas mangé et il gargouille. Ouais. On a eu des crampes de ventre. Malgré ça, on a travaillé. C'est pour dire, pour avancer, tu agis sur ce sur quoi tu as le pouvoir. Et en réalité, 70% c'est toi, 30% sur le contexte. Mais quel soit le pourcentage? Imaginons même que c'est l'inverse. Agis sur ce sur quoi tu as le pouvoir. C'est toi. L'extérieur, la connexion, ou que tu n'as pas le pouvoir. Quelle est la solution B que tu as? Donc, que tu veuilles ou pas, d'accord? Moi, je vais te donner les solutions pour réussir. Bégou, tu vas réussir. Ok, d'accord. D'accord? Évite-moi les palliatifs, les excuses. Je ne veux pas toutes ces excuses parce que donne-moi la situation la plus compliquée que tu veux me donner. Je te trouverai 10 personnes qui sont passées par là et qui ont réussi. D'accord? Moi, je connais des gens qui ont quitté Gounugaya, qui ont quitté Massaguet. Moi, quand j'étais petit, on va faire cette parenthèse-là. Je suis un enfant de Djamena. Yeah. Mais petit, j'ai jusqu'à mes 3 ans, je crois, 4 ans, j'étais à Sarre. Et puis ensuite, mon père, fonctionnaire, donc, a été affecté à Massaguet. Donc moi, j'ai fait Massaguet. Et il y a des grands frères que j'ai connus à Massaguet après, qui étaient le papa peut-être éleveur de chameaux, et puis la maman peut-être ménagère, vendait les rois bas. Abnégation et travail. Certains que j'ai retrouvés après, qui ont réussi, qui travaillent. Et qui te disent, dans le contexte dans lequel ils partaient très tôt à l'école coranique, le soir, ils doivent aller aider un peu le papa, machin. Entre deux, ils sont à l'école, avec le cahier en train de lire. Le contexte dans lequel ils sont. Tu ne peux pas avoir plus chaleur qu'à Massaguet. Tu ne peux pas avoir manque d'électricité qu'à Massaguet. Tu ne peux pas avoir manque de connexion qu'à Massaguet. Mais je te cite des gens qui ont réussi. Donc, c'est pour dire, le contexte que tu me cites, toi, le gamin qui est né après la dévaluation en 1994, tu ne peux pas me donner un argument pour me dire que tu ne peux pas réussir. Maintenant, si tu es disposé à écouter, j'ai tout un univers de solutions à te donner. Viens écouter ça. D'accord. Donc, Bégou, tu vas réussir. D'accord. À travers justement Bégou, réussir Bégou, tu échanges avec des milliers de jeunes, pas seulement tchadiens d'ailleurs. Qu'est-ce que ces interactions que tu as souvent t'ont transmis comme information par rapport à la mentalité, par rapport aux ambitions, peut-être des blocages qui sont récurrents? Non, Avant, c'était surprenant. Puis, un moment, je te l'avoue, désolant. Et maintenant, il y a un peu de l'espoir. Il faut le dire, hein, le jeune Tchadien, pendant très longtemps, nous n'avions pas... Tu sais, nous sommes un pays enclavé dans toutes les dimensions. On est enclavé de l'extérieur, de l'intérieur, mais aussi enclavé mentalement, un peu. Parce qu'on est très terrien dans nos traditions et tout le reste. Donc, l'exposition à l'international est très faible. Ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle les Anglais appellent ça le fixed mindset. Dans une famille, tu verras si... C'est même parfois, je ne vais pas entrer dans ça, mais même certaines régions, tout le monde veut être prof d'histoire. Enseignant en histoire. Parce qu'il y a 2-3 qui ont été enseignants en histoire. Tout le monde veut être linguiste, parce qu'il y a 2-3 qui sont devenus linguistes. Certains, et heureusement, quand il y a un qui veut être médecin, tout le monde veut être médecin. Mais la plupart, c'est des métiers comme prof d'histoire, comme métier très noble. Très noble. Mais j'ai dit juste, le mimétisme derrière montre qu'on a un fixed mindset qui n'est pas très ouvert. Bousculer ça auprès des jeunes pour leur dire, avec ton bac A, je peux te parler d'Amine qui fait aujourd'hui les infrastructures et qui fait une thèse à Centrale. Même en étant médecin, tu peux travailler dans une ONG aux Pays-Bas. Je fais un clin d'œil à Croque-Mort. D'accord? Quand tu es médecin, tu n'es pas obligé... Enfin, ce n'est pas dit que ton seul parcours, c'est d'entrer à la fonction publique, d'écrire une lettre pour dire « Nous, jeunes médecins formés, on nous abandonne ». C'est une revendication noble aussi. Mais c'est pour dire l'univers des possibles est grand. Mais il est coincé. Le premier truc coincé, c'est la fonction publique. Pourquoi? Parce que les parents nous ont transmis ces fixes mindset. Quand j'ai fini l'école, l'endroit où je dois aller, c'est la fonction publique. Alors, fonction publique aussi, en droit noble,
Mais l'univers des possibles est très grand. Et la fonction publique est submergée, épuisée. Il y a un travail à faire, parce qu'avec un très bon nettoyage, ils peuvent recruter encore mieux. Chaque jour, on veut faire des assainissements, on n'y arrive pas encore. Mais ta formation de géographe, de linguiste, de droit, de médecine, l'univers des possibles qui est offert à toi est très grand. Pas seulement au Tchad, dans l'international. Combien de Tchadiens ont ça en tête? Combien de jeunes ont ça en tête? Donc, ils ont un parcours naturel d'arriver au bac, de faire le bac, et puis de se dire, quand un moment c'est un Ngaoundéré, tout le monde est à la Ngaoundéré, tout le monde choisit la même filière, ils rentrent. Quand tu les secoues pour les ressortir de là, c'est beaucoup de travail. Et ça se ressent sur des gestes simples. Je le dis très sincèrement, il y a beaucoup de jeunes, va faire le tour aujourd'hui dans toutes les facs de N'Djamena, pas plus de 25% ont un compte Gmail. C'est terrible, ça. Je ne parle même pas de LinkedIn. Moi, le représentant, je crois, il doit être représentant Afrique de LinkedIn ou quelqu'un comme ça m'a contacté pour me dire qu'il a vu une vague d'ouverture de compte LinkedIn venant du Tchad et que la plupart me taguent. On a fait un travail avec Réussir Bégou, on a ramassé une tonne de jeunes Tchadiens, ils ont ouvert leur compte LinkedIn pour être exposés à l'international. Ils se disent que les offres d'emploi, on ne voit pas. Ils ne savent pas que ça a changé. 90% des offres d'emploi aujourd'hui sont sur LinkedIn. Même les entreprises au Tchad, qui, je le vois aujourd'hui, postent des offres d'emploi sur LinkedIn. Personne ne fait... C'est des grandes institutions qui font des concours. Non. Aujourd'hui, tu as besoin de quelqu'un, tu postes l'offre sur LinkedIn, la personne réagit, tu vois. Si tu n'as pas un compte Gmail, tu n'es pas sur LinkedIn, on t'a mal orienté en amont. Tu penses que le seul parcours que quand tu as fait bac A ou machin, d'être prof d'histoire ou faire civisme, ou être militaire ou faire EPS ou je ne sais pas quoi. D'accord? Quand tu ne connais pas l'international, regarde comparé à un jeune dans des pays voisins qui est ouvert à tout ça. Qui sait ce qu'on vient prendre sur LinkedIn, qu'on va prendre sur YouTube, qu'on prend sur TikTok. Ce déphasage-là, il se creuse de façon énorme. C'est ça le travail de Réussir Bégou. C'est pour ça que tu nous vois, j'ai lancé Bourse Anglais Bégou parce qu'on veut former dans la langue anglaise. Et ça, c'est formidable. Les jeunes Tchadiens parlent anglais sur place maintenant. C'est impressionnant. C'est pour dire que quand tu les formes, ils peuvent... En fait, l'intelligence est là. Ils peuvent le devenir. On a lancé PMP. Eric, j'ai lancé le PMP Bégou en moins d'1 an. On a bondi de plus de 70 à 80% de nombre de PMP tchadiens. Au point où on va ouvrir le chapitre PMP, c'est une certification pour la gestion de projet. Le standard international. On va ouvrir le chapitre PMP au Tchad. On a lancé le concours design. Les jeunes aujourd'hui sont dans le domaine design, ils s'en sortent. On a lancé Power BI. Le jeune qui a fait le tour Power BI, il m'a dit qu'il a reçu plus de 200 candidatures. Il a formé des gens. Je vois tout le monde dire aujourd'hui, j'utilise Power BI, Excel. C'est impressionnant. C'est pour dire que quand tu amènes, ils peuvent changer. Je leur amène les outils. À partir de ces outils, que tu sois quelqu'un de géographie, de agronomie, de démographie, de histoire, de droit, d'économie, de comptabilité, de n'importe quoi, ces outils te rendent plus compétitif qu'un autre. Voilà ce que nous faisons. Moi, je me demande pourquoi. Parce que je n'ai pas autant de responsabilités. Je ne sais pas si je serai en mesure de pouvoir prendre le temps d'orienter autant de personnes. Donc, j'imagine même pas le nombre de demandes, le besoin, surtout qu'il y a une prise de conscience et c'est évident lorsqu'on va sur les réseaux. D'où vient cette motivation de prendre le temps? Il faut qu'on oriente les jeunes vers quelque chose selon les profils et surtout souvent je suis choqué pour dire vraiment il y a des solutions à tout lorsqu'on cherche une orientation sur ta page justement. Écoute, tu poses une question profonde. Hein. Je vais passer par trois phases. La première qui est peut-être un peu philosophique, c'est de dire je vous conseille un livre très intéressant de Léon Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch. Okay. La mort d'Ivan Ilitch, c'est un livre de Léon Tolstoï décrit, j'ai fait une publication décrite par Dominique de Villepin de façon très brillante d'ailleurs, je l'ai lu.
Ce livre parle d'une vie convenable par rapport à une vie parfaite. Une vie bien vécue. Tu peux avoir une vie convenable, calme, tranquille dans ton coin, tout se passe bien. Tu as enfant, épouse, maison, voiture, et tu passes ta vie. Et après, tu as une vie de destin, une vie de projet, une vie vécue, une vie bien remplie. Et il arrive parfois dans nos parcours, on choisit d'abord une carrière, et puis ensuite, on arrive à des moments de questionnement. D'accord ? Moi, je le dis ici, j'ai déjà atteint la quarantaine. Moi, je suis de 85 ans. Donc, j'ai eu 40 ans l'année passée. Et quand on atteint cet âge, on se questionne sur beaucoup de choses. On accélère également. On retrouve des choses d'enfance. Et moi, quand j'étais plus petit, c'est les parents qui me disaient, j'étais toujours un peu celui qui, quand il a compris, venait transmettre. Ok. Parce que c'est une passion. J'expliquais, je guidais. J'ai fait d'abord, quand mon papa était à Massaguette, je n'ai pas fait jardin d'enfants, mais je partais avec lui. Tu sais, quand tu es enfant d'enseignant, tu vas à l'école, ainsi de suite. Donc. Et quand il a été réaffecté à N'Djamena, donc, j'ai fait le CP à École Annexe. Après, j'ai quitté École Annexe parce que, tu sais, d'habitude, les tourbillons qui tournent comme ça, là. Donc, j'aimais bien entrer là-bas et puis les sacs se perdaient. Donc, moi, je pensais que c'était pour ça qu'ils m'enlevaient, mais c'est surtout parce qu'il y avait l'école privée à côté. Donc, je suis allé à Hawanakai. Okay. Tu sais, avant, école publique, école privée. Donc, je suis allé à Hawanakai. Et quand j'étais à Hawanakai, sans être chef de classe, quand j'ai compris quelque chose, j'ai le plaisir de transmettre. Peut-être ça qui me rattrape. Mais une deuxième chose, et qui est très importante, c'est que je suis quelqu'un qui analyse, qui discute et qui diagnostique. Beaucoup. Et l'horreur pour moi, c'est de parler, diagnostiquer sans agir. Tu vois? Je ne peux pas à chaque fois dire c'est ça le problème de la société, c'est ça, c'est ainsi de suite. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Et donc, ce que je suis en train de faire là, en fait, on le faisait déjà quand j'étais à Yaoundé, à la BEAC. On le faisait avec les jeunes étudiants. Certains vont certainement se reconnaître, qui étaient à Soi, et qui venaient nous voir. Avec un de mes amis, Josué, Jean-Marc. Ils venaient et comme ils aiment bien boire, les jeunes, donc il y a du whisky, mais tu bois le whisky, mais tu dois parler de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais en fac? Tu as pris quelle orientation? Et on te secoue. Et comme on secouait suffisamment, certains ne venaient pas. Mais donc, peut-être qu'il faut utiliser cette stratégie sur l'axe CAC. Ben, je l'ai dit. Il faut que CAC devienne plutôt un forum d'investissement et de business. On va arriver là-bas, certains jours, on va dire la boisson est gratuite pour tout le monde, mais quand tu arrives, question, ça va être essentiellement du business, de ce que tu as fait. Et donc, ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième, et quand je parlais d'Ivan Illich, c'est qu'il y a une tragédie du bonheur. C'est quoi le bonheur quand il est individuel? Il peut se mourir très vite. Tu peux réussir une carrière, après tu peux t'ennuyer. Tu peux même réussir l'entreprise, tu peux t'ennuyer. Tu peux avoir des voitures. Tu sais, plus tu en as, plus le bonheur marginal baisse. Je n'ai pas encore atteint ce niveau, mais j'ai dit juste que plus tu en as, plus ça baisse. Or, il y a un bonheur qui vit. C'est le bonheur qui se déplace de toi, va chez l'autre. Parce que quand ça va chez l'autre, le jour où ton bonheur s'éteint, parce que ça va s'éteindre pour plusieurs raisons. Une maladie, quelqu'un te parle mal, tu as mal à la tête. Donc, on peut être là, on est très joyeux. Je te transmets le bonheur parce que je t'ai expliqué quelque chose. Et puis après, je pars. Je suis mécontent. Un jour, tu me vois et tu es très content. Et tu me dis, ah, grand Edgar, vraiment, ce jour-là, on a eu une très bonne conversation. Et je vois le sourire dans ton visage. Tu me repasses le bonheur. Donc, moi, je crois fondamentalement, en tant que croyant et chrétien, en la puissance de démultiplier le bonheur autour de soi pour qu'il revienne vers toi. Par exemple, je suis quelqu'un qui ne sait pas suivre un film seul. Un très bon film, je dois vous faire suivre. Et je sais que mon petit derrière va se moquer parce qu'il y a un film là qui s'appelle Beowulf. J'ai fait suivre ça à peut-être, je ne sais pas moi, combien de personnes? Tout le monde qui vient, je te dis, est-ce que tu as suivi Beowulf? Parce que tu dois suivre ça.
Je veux voir ce bonheur chez toi, presque Bégou en réalité. Donc, c'est de façon exagérée et pédant, c'est de dire, essayer d'avoir pas une vie convenable, mais une vie vécue, utile. Deuxième moment, c'est de dire ne pas parler, mais agir. Mais troisième moment, un peu plus spirituel et philosophique, c'est de dire répandre le bonheur pour avoir le plaisir que ça revienne un peu vers moi. Mais de façon très pragmatique, c'est d'être sûr que le théâtre peut s'en sortir. Il y a un autre canal. Et pour moi, le canal, construisons une dynamique possible. Et ça, c'est en train d'arriver, tu l'as dit, Eric. Ça commence à venir. Les jeunes commencent à prendre. Je veux après que ça se dissocie de mon nom. Je veux que Réussir Bégou soit une dynamique empruntée par Eric, empruntée par... que ça soit plus lié à ma personnalité, de sorte que quand quelqu'un veut faire quelque chose et qu'il veut faire dans l'excellence, tu l'as dit, il s'est dit, je veux le faire Bégou. Qu'il pleuve ou qu'il neige, pas parce qu'il pleut que je ne vais pas à l'école. Il s'habille, il va à l'école. Il fait ce qu'il a à faire. Il y a des obstacles, on l'attaque, machin, Facebook, on dit qu'il ne fait rien, machin. Les parents disent que toi, là, tu veux devenir quoi? Toi, tu veux, c'est toi, là, tu veux devenir médecin, ah, laisse-nous ça. Qu'ils prennent ça comme carburant positif et qu'ils disent, OK, Bégou, je vais arriver. J'aurais réussi. D'accord. Et j'ai deux questions et puis on pourra toucher à la dernière phase. Tu parles de spiritualité. Moi, j'ai pour mémoire qu'il y a une publication où tu parlais de comment structurer sa journée. Et la chose qui m'a marqué, c'est la prière dans le programme. Et c'est quelque chose que je retrouve parce que pour moi, ça reste, c'est aussi un élément central, la foi déjà. Par rapport à mon parcours, moi j'ai toujours dit, je suis où je suis parce que Dieu a ouvert des portes. Il y a trop de choses complètement inattendues qui se sont passées et je sais que ce n'est pas le hasard. Quelle est la place justement de ça? Et puis je sais que récemment, il y a eu de longues discussions avec Croque-Mort que nous saluons et que nous invitons ici d'ailleurs. Quelle est justement la place justement de la spiritualité au sens large, mais particulièrement de ta foi, non seulement dans ton parcours, mais dans ce que tu souhaites transmettre? Je dois dire que je me suis réveillé tard. Je m'en veux. Tu vois, quand on est dans des familles religieuses, ce sont des évidences. On ne se rend pas compte. Mais moi, c'est plus tard que je me suis réveillé pour comprendre la dimension spirituelle. Toute chose physique a son pendant spirituel. D'accord? Moi, je suis philosophiquement un déiste, d'abord. Mais pour ne pas entrer dans les détails techniques, je reste convaincu, rien que la construction de la vie, il y a plusieurs astronomes qui ont expliqué, de Pierre Teilhard de Chardin, que je vous propose d'aller lire, ou Hubert Reeves, qui ont expliqué la construction de l'univers dans la symétrie de son architecture. C'est impressionnant. La Terre est dans une position vis-à-vis du Soleil et de la Lune d'une distance qui, si tu bouges de tels microns, on n'aura pas la vie qu'on a. C'est-à-dire, on a un enchaînement de positions même de la couche atmosphérique. La Lune n'est qu'un résidu de l'explosion de la Terre avec la Terre. Donc, la Lune ne serait pas là, que le cycle lunaire et de la vie ne serait pas là. L'apparition, donc, tous ces phénomènes montrent, on ne va pas entrer dans les détails, montrent que tout ce qui se passe dans le monde physique a son pendant spirituel. Ça peut être surprenant, mais bien que je suis pas marxiste, mais marxien dans la compréhension du fait que les phénomènes de la vie sont des constructions de nos décisions, mais nos décisions ont un miroir spirituel. Et ça, on le voit comment? Tu l'as dit. Bien malin celui qui pense que tout ce qui lui est arrivé est le résultat de sa propre planification. C'est faux. Moi, il y a des fois, enfin même très souvent d'ailleurs, je me définis un plan de faire comme ça et ce qui est arrivé inattendu. Dans aucun de mes prospections, j'ai pensé travailler à Brazzaville. Moi, j'étais à la Banque centrale, à la BEAC. Je me projetais d'autres institutions, FMI, Banque mondiale, tout le reste. Puis j'arrive à la BDAC, j'arrive à Equity. Et je me rends compte en fait que mon projet professionnel, parce qu'on aura le temps d'en parler peut-être, mais je le dis souvent sur les réseaux sociaux, moi je compte créer une banque. Je compte créer ma banque.
Et donc, passer de la banque centrale à la banque de développement, à la banque commerciale, correspond au parcours. Je serais quelque part dans les institutions internationales, les FMI, Banque mondiale, pour qui d'ailleurs, très bon pour un jeune professionnel, mais aujourd'hui, serait pour moi, en termes de ni d'écart de salaire, ni de... Ce n'est plus intéressant. Ça me dévierait. Mais il y a une juxtaposition des choses qui te permet, toi, avec le recul, de lire la force du spirituel. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que cette phrase n'est pas anodine. L'homme propose, Dieu dispose. Qu'est-ce que ça signifie? Je reste convaincu. Moi, ma méthode, elle est simple. Je propose au sens de je planifie, j'organise les activités, mes projets, et je le présente à celui qui est maître des temps et des circonstances, qui est Dieu. D'accord? Et dans cette prière, pourquoi j'ai dit qu'il faut le mettre de façon disciplinée? Nos frères de la région musulmane ont l'avantage de l'avoir inscrit de façon quotidienne. D'accord? La prière du matin, du midi et du soir. Cet avantage fait que quand tu te lèves le matin, tu ouvres la journée en priant. Tu installes donc. Donc, tu installes en proposant pour que Dieu dispose. Et à la fin de la journée, tu pries en clôturant pour faire la prière. Voilà un être suprême qui te donne, qui te dit que l'audience avec moi, ce n'est pas d'aller voir le secrétaire général de la présidence, ce n'est pas de faire des directs, c'est juste de t'enfermer et de faire une prière et tu as accès à moi. Je tente cette prière. Et c'est pour ça que c'est un défi, c'est un exercice. Moi, je n'incule qu'à ma famille, à mes petits, ainsi de suite. Ça permet au mieux, même si tu n'es pas croyant, de t'installer, et on en parlait avec Croc, ça te permet de t'installer déjà dans une discipline de vie, de te recentrer. Chose qu'on ne fait pas dans les sociétés. Tu vois, on est une société, on va dire, communautaire. On vit trop ensemble. Donc, tu n'as pas le temps de te détacher et d'être avec toi-même. Tu vois, les sociétés occidentales, ça va choquer certains, mais c'est vrai, sont productives parce que l'individu a le temps long de se retrouver avec lui-même et donc de méditer, et donc de réfléchir. Dans les sociétés occidentales anciennes, où ils sont trop communautaristes, ils ont créé ce qu'on appelle les couvents, les ermites. C'est quoi un ermite? C'est quelqu'un qui considère que vous êtes trop bruyant, vous ne me laissez pas réfléchir, laissez-moi sortir. Je reste quelque part pour méditer. D'accord? Et donc, davantage dans la nôtre. Dès le matin, si tu travailles, souviens-toi un peu de nos parents, dès que tu veux te réveiller, il y a déjà 5 personnes alignées pour te saluer. En fait, tu te salues avec les ordonnances. Pour te saluer. Quand tu sors de là, tu es au travail, il y a des gens. Tu rentres, on n'a pas d'intimité. Dans ton salon, il y a du monde. Dans ta cour, il y a du monde. Pire encore, tu vas au bar, il y a du monde. Donc, il faut te donner des temps d'introspection. Parce que tant que le cerveau n'arrive pas à être en introspection, ce n'est pas utile. Et cette introspection a un lien spirituel avec ton Dieu, parce que l'élévation. Pierre Teilhard de Chardin disait, la connexion spirituelle, c'est une élévation du piège charnel, parce que le corps est un piège. Tu vois, tu es fatigué, tu ne peux pas avancer. Si tu veux courir aujourd'hui pour faire un marathon, dès que tu fais dès le début de la course, tu vas voir, ton corps va te rappeler le fait que ce n'est pas possible, il est mort, ainsi de suite. Qu'est-ce qui te permet de te déconnecter? C'est ton cerveau, ton esprit. Le détachement de l'esprit du corps charnel permet de révigorer mieux le corps. Déjà. Et quand c'est installé avec Dieu, c'est meilleur. D'accord? Et juste pour finir sur ça, je suis cartésien. Et vous serez surpris. C'est quoi le cartésianisme? C'est que quand tu appliques un procédé qui donne une conséquence de façon récurrente, tu peux émettre une conjecture. Moi, j'émets donc la conjecture que la prière, couplée à une discipline de travail et à une exigence du détail, paye. Je ne dis pas qu'il faut ne rien foutre et aller crier 10 heures à l'église. Ça ne donnera rien. De la même manière, si tu travailles et que tu es exigeant dans tes détails et que tu mets dans la prière, moi, je l'ai observé de façon récurrente, ça marchait. Et comme je suis cartésien, j'ai fait une conjecture. Ce n'est pas encore un théorème, parce que ça ne marche pas chez tout le monde. Mais je le partage. D'accord. Ma dernière question avant d'entamer les phases flash, c'est
qu'est-ce que tu pourrais dire? Là tu as donné un exemple et je vais rebondir dessus par rapport à ton projet de banque. Mais c'est juste pour illustrer ma question. Qu'est-ce que tu recherches? Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui vont dire, oui, je vais contacter le grand, je vais le contacter pour... Voilà, peut-être que ceux qui écrivent ne savent même pas que ils sont même pas dans les bonnes dispositions, qu'elles soient mentales ou même les motivations nécessaires. Est-ce qu'il y a des qualités que tu recherches déjà chez les gens qui viennent vers toi? Par exemple, je pense que notre échange qu'on a eu la dernière fois, j'ai dit, tu avais fait une publication et j'ai dit, est-ce que tu es disponible pour être le mentor? Et tu m'as dit, la vraie question, c'est est-ce que tu as le cardio pour supporter la pression que je vais te mettre? Donc, qu'est-ce que tu recherches justement dans les jeunes que tu veux pousser vers l'avant à travers justement tes recommandations? Et si je peux l'illustrer, c'est dans la banque que tu vas ouvrir, quelles compétences il faut que nous développions pour dire dans 5 ans peut-être, peu importe le délai que tu as, qu'on arrive pour dire on est prêt pour travailler dans cette banque avec excellence. Merci pour cette question, hein, parce que ça me permet d'abord d'envoyer un message à ceux qui m'écrivent. Je veux faire un clin d'œil d'hommage à Israël Jonabay, au petit David Bocade, à Patrick Memtodim, à Thierry, à Salim lui-même, à bien d'autres qui, on me voit en face, mais qui derrière font un travail impressionnant dans Russie. Parce que c'est eux qui m'aident à canaliser l'ensemble de ces demandes. Okay. Mais mon inbox est envahi. Moi, ce que je fais, c'est qu'entre deux réunions, voilà, certains ont le temps d'aller voir les live TikTok. Moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder 2-3 questions intéressantes des jeunes. Quand il faut venir, moi, je préfère des jeunes qui savent, en toute chose, il faut aider quelqu'un qui a déjà... C'est toujours facile d'aider quelqu'un qui a déjà décidé d'aller quelque part. Donc, quand on vient avec une demande organisée et qu'on veut un coup de main, des fois, ma réponse est brève, mais plus pertinente. Contrairement à ce que les gens pensent, mes réponses longues sont les réponses les plus épuisantes que je n'aime pas. Okay. Quand j'ai fait une réponse brève, pertinente, sache que j'ai apprécié ta question. Parce que ça m'a permis de donner exactement, d'administrer exactement le médicament qu'il faut pour que tu prennes et tu partes utiliser. Donc, ça, c'est la première chose. Il vaut mieux que ça soit bien orienté. Genre, grand, j'ai un diplôme en gestion. Je suis allé me renseigner pour faire l'expertise comptable. Je suis allé à l'INTEC, mais on m'a demandé de faire ça. Je commence par quoi? Est-ce que je fais le DCG, le DEC, le DCG avant, le DCG après? Est-ce que je fais le CIA? Tu vois, ça, c'est des questions très... Tu sens qu'il a fouillé. Ou bien il vient me voir en disant, grand, j'ai fait droit, je cherche à une bonne certification. J'ai entendu parler de la certification OADA. Qu'est-ce que tu en penses? Ou un autre qui vient me dire, grand frère, j'ai observé que le domaine de paiement mobile peut marcher vraiment au Tchad. Je vois par exemple à Béché que les transactions avec le Soudan ou d'autres pays se font généralement cross-border. Et je vais lancer, ou je suis en train de lancer un outil de paiement mobile, des monnaies électroniques et un wallet. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'assure que c'est comme si ça produit du sucre en moi. C'est un plaisir. Là, je partage. Mais je poste des liens et puis quelqu'un envoie le lien pour dire grand, je vais postuler, je fais comment? Hein? Ou un autre qui te demande, j'ai vu que vous avez parlé de cours en anglais là, c'est où? C'est vers où? Ou il y a un qui dit, grand, vraiment, il faut que je te rencontre, je vais te rencontrer, envoie-moi ton numéro. Mais petit frère, envoie-moi ton numéro, tu es un cabinet de recrutement, je m'envoie ton numéro, c'est par rapport à quoi? Donc là, je ne réponds pas. Maintenant, deuxième volet de ta question, qu'est-ce que j'attends de ces jeunes? Éric, j'attends tout simplement qu'il y ait un grand nombre de jeunes Tchadiens qui réussissent et qui soient à l'international. Je te donne une première étape. Moi, ça me choque que quand j'arrive à RTL, à Tigo, dans les grandes banques, quand tu prends le poste de directeur financier, de directeur technique, tu as encore les Camerounais. J'aime bien mes frères Camerounais. Tu as encore les Ivoiriens.
Parce qu'il n'y en a pas chez nous, on va les chercher. Tu as un, il est chef service comptable, il dit, mais je suis compétent, c'est moi qui fais tout le travail, on ne me prend pas. Oui, mais bonhomme, parce que tu n'as pas ajouté quelque chose dessus. C'est parce que tu ne parles pas anglais. Tout simplement. Ne parlant pas anglais, le groupe est un groupe anglais, il trouve que tu ne peux pas être en connexion avec l'international. Rien que ça. Depuis que tu as fini ta licence à Djoumbal en gestion et que tu travailles, qu'est-ce que tu as ajouté depuis 15 ans? Pour moi, quelqu'un qui fait 5 ans sans se former a désappris. Désapprendre, c'est oublier ce qu'on a appris. D'accord? Donc, je veux voir davantage des jeunes déjà prendre des positions au Tchad. Ça, c'est un. 2, je veux les voir, et j'en ai parlé, on en a discuté lors du forum la dernière fois. Je disais, je veux voir des jeunes Tchadiens à Polytechnique. Moi, ça me choque quand j'arrive quelque part, je dis Tchadien, c'est la première fois qu'on voit un Tchadien ici. Ou bien, c'est la première fois qu'on voit un Tchadien à tel endroit. L'histoire de ma vie. C'est terrible à chaque fois. Je veux voir une dynamique des jeunes qui s'en sortent dans ce domaine-là. Et qu'ils viennent en disant, c'est la dynamique de Jules Bégou qui nous a poussés. Rien que ça, tu verras l'impact est énorme. Aujourd'hui, la demande sociale autour de la politique, et c'est pour ça que je trouve que le politique, c'est bien dommage. Parce que les solutions sont simples pour le politique. D'accord? L'argent qu'ils mettent, qu'on met dans les V8, qu'on met dans les... Mettez-les, concentrez-les dans l'éducation de ces jeunes. Faites sortir une couvée. Ce n'est pas une menace contre vous. Ce n'est pas tout le monde qui va être président. Hein. Je veux dire... voilà. Je pense qu'il y en a très peu, d'ailleurs. Mais très, très peu. D'accord? Il y a certains qui veulent avoir une grande entreprise. Moi, un de mes rêves, un parcours comme mon chef actuel, d'ailleurs, le groupe CEO de Equity BCDC, James Mwangi. Impressionnant. Il a pris une coopérative villageoise qui était en faillite dernière dans toutes les banques kenyans. Il en a fait un groupe bancaire le plus costaud sous-régional. Il emploie 13 000 personnes. Il change des vies. La banque, c'est une puissance. Tu arrives, tu peux voir le projet d'une jeune dame à Ati, une jeune dame à Bongor. Parce que c'est ton narratif à toi. Tu peux oublier tous les ratios financiers. Tu dis, cette dame-là, petit, vous avez fait vos ratios, toi, le jeune directeur des risques, j'étais directeur des risques, petit. Tout ce que tu dis, c'est vrai que ça ne marche pas, mais cette dame, je sais que si je la finance, elle va réussir. Tu la vois, elle passe de roi bas, elle fait fromage. De fromage, elle vend aux États-Unis. Elle a sa petite échoppe. Elle a une entreprise. CNN vient faire un documentaire. Tu as changé des vies. Ouais. D'accord? Donc, ce n'est pas tout ce monde qui va, parce qu'ils réussissent, sera contre vous. Ils poussent le pays vers le haut. C'est de créer une grande dynamique des jeunes qui peuvent avoir un impact. Parce qu'en fait, la vraie révolution sociale passe par une construction d'élite qui a les moyens d'agir autour d'elle. Parce qu'elle a les moyens d'agir autour d'elle, elle va changer des vies. Et crescendo, elle va bâtir une base. Et quand la base, pour être bon, c'est la base elle-même qui prendra conscience et n'attendra pas tel ou tel et fera installer elle-même un maire, un gouverneur comme il faut. D'accord? Donc, cette dynamique-là, c'est une dynamique qu'il faut beaucoup plus pousser. Et c'est pour ça que je pense au détachement, et je le dis souvent, de mon nom, pour que ça soit un truc épousé par tout le monde. Pour dire, on en parle souvent, la discipline de travail. Que je sois à l'intérieur de n'importe quel parti politique, n'importe quelle religion, athée, tout ce que tu veux, j'ai fait de façon disciplinée. Moi, je suis déjà content. Tu as fait déjà 30%. Exigeant du détail, tu as fait 60%. Et si je mets puissant de la prière, tu as fait les 100% pour moi. Et c'est formidable pour ça. Dernier point, c'est que oui, notre vocation, c'est d'être entrepreneur un jour. D'accord? Moi, je fais beaucoup dans le consulting, j'ai des cabinets, tout le reste, mais installer une banque, me lancer dans la fintech, au moment de lancer, c'est d'avoir des jeunes Tchadiens prêts. D'accord? Mais pas seulement être dans l'équipe, c'est être coactionnaire. D'accord? Porter le projet ensemble. Imagine tout le Tchad, nous avons, j'ai oublié le nombre de banques, mais on n'a aucune banque à capitaux privés tchadiens. C'est une honte. Le grand frère Idrissa Nassa, je lui tire le chapeau. Il fait un truc de formidable. Il y a bien de commerçants qui ont le parcours d'Idrissa Nassa. D'accord? On t'expliquera que non, mais écoute, au Tchad, ils ne veulent pas faire parce que la politique, c'est le climat des affaires. C'est instable. Et puis, il y a toujours des explications. Et puis, mais voilà, un moment, pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. D'accord. J'ai tellement de questions, mais on ne pourra pas aller
Donc, on va passer à la dernière partie. La dernière partie, c'est qu'on va vraiment aller à contre-courant de tout ce qu'on a dit. C'est des questions flash. Et l'idée, c'est qu'on découvre un peu plus l'homme derrière l'expert. Et donc, je vais poser une question, une réponse, tic au tac, et puis voilà. Après, on pourra conclure. Ma première question est la suivante. Quel est le livre qui t'a le plus influencé? Vous serez surpris, c'est Le temps de turbulence de Alan Greenspan. D'accord. Deuxième, quel est le conseil qui a changé ta vie? Quel est le conseil qui a changé ma vie? Plusieurs choses, mais je crois qu'un conseil venant de ma mère, qui, parce que tu vois, au Sacré-Cœur, il y avait beaucoup de concurrence. À l'école, on a des très bonnes notes, machin, mais qui me regarde en disant crois en toi, parce que je sais que tu es le meilleur. Quelle est l'habitude que tu as abandonnée pour progresser? Quelle est l'habitude que j'ai abandonnée pour progresser? C'est une très bonne question. Une très bonne question. Je pense que je me suis, si tu veux, je me suis plus recentré sur moi-même. Avant, j'allais un peu je devais être dans tout. Je voulais être dans les sorties, être avec des amis. C'est-à-dire, il y avait ce phénomène de FOMO, Fear of Fear of Missing missing Out. out. Donc, c'est comme tu n'es pas là, c'est comme si tu as loupé quelque chose. Après, tu te rends compte que, mais en fait, tu reviens 10 jours plus tard, ils sont toujours là. Quoi. Tu n'as rien manqué. D'accord. Quelle est la personne qui a le plus influencé ta discipline? Quelle est la personne qui a le plus influencé ma discipline? Ma mère. On va plus léger. Quelle est la musique que tu écoutes quand tu réfléchis profondément? Alors, moi, je suis de la génération hip-hop. Okay. Donc, c'est par phase. J'écoutais plus Kelly James. Okay. D'accord. Après, avec mon cousin Adim, il m'a appris à aimer le jazz et le blues, un peu dans musique calme. Mm-hmm. Et ces derniers temps, un peu de la musique religieuse. Okay. Quel est le trait de caractère que tu respectes le plus chez les autres? Permets-moi d'en donner deux. Discipline et loyauté. Quel est le compliment qui t'a le plus touché? Le compliment qui m'a le plus touché, c'est quand, et j'entends très souvent, ça me fait plaisir, il y a une jeune dame qui m'a écrit pour me dire grand frère, tu as changé ma vie. Et je lui ai demandé pourquoi. En fait, c'est une jeune dame très brillante, mais dans la société tchadienne, elle a abandonné. Je crois qu'elle a fait un master et puis après, trouvé un travail de secrétaire. Et elle m'a écrit que pour me donner le témoignage alors qu'elle faisait dans l'ombre. Donc, elle s'est reprise en main. Elle a fini son master en finance. Elle a ensuite fait certaines certifications. Elle a commencé à déposer et postuler. Elle a quitté son job de secrétaire pour devenir d'abord gestionnaire, puis elle est devenue RAF, responsable administrateur financier. Wow. Et elle est devenue en moins de 9 mois, je pense. Elle est entrée comme gestionnaire et à la fin, ils ont vite analysé, on l'a mis RAF. Elle m'a écrit. Bon, tu m'excuses, hein, je fais le témoignage ici. Mais voilà, elle m'a dit, tu as changé ma vie. Et c'était très bref ce qu'elle m'a écrit. Quel est ton plus grand regret professionnel? Je pense que c'est... moi, je dirais, je me suis levé un peu tard.
je me suis réveillé un peu tard dans l'accélération de mon projet professionnel. Quand tu entres dans une grande institution comme la BEAC, tu es convaincu que tu fais la carrière là-bas. Et tu t'installes un peu dans une certaine aisance. Je ne me suis pas installé directement dans l'aisance, mais je me regardais plus dans les institutions gravir. Si le bouillonnement que j'ai aujourd'hui, je l'avais encore intensement plus tôt, je crois que j'aurais un peu plus accéléré. Mais moi, je dirais que c'est pas dans le parcours professionnel, dans le parcours de formation. J'explique juste. Quand j'ai fini l'ICA, je suis entré à la BEAC. Et de la BEAC, j'ai fait l'ITB, j'ai fait master remède, puis dans la formation, j'ai fait également à Grenoble. J'aurais pu mieux épargner pour lancer mon MBA un peu plus tôt. Un peu plus tôt, j'aurais fait le shift un peu plus rapidement. Parce que j'étais déjà audacieux. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu t'imagines que j'étais à la BEAC tchadien au Cameroun et j'ai candidaté au concours de l'inspection générale de la Société Générale à Paris. J'ai voyagé pour venir ici à Paris. J'ai passé la première phase, la seconde, j'étais admissible. Je suis venu ici un hiver en février. Dernière vague pour être inspecteur général ici. Et à la fin, c'était la période de la crise financière 2007. Donc, ils ont fait plusieurs quartiles. Et on m'a informé pour dire, écoute, il y a eu réduction d'effectifs, machin, et vous êtes sur la liste d'attente, un jour, on va toujours vous faire ci. Donc, c'est pour dire, j'avais cette projection déjà très tôt, mais j'aurais pu faire aussi, ouais, effectivement, un MBA un peu plus tôt. Qu'est-ce que la réussite ne guérit pas? Je pense que la réussite ne guérit pas le vide interne. La réussite pour soi ne guérit pas le vide interne. Et le vide interne se comble lorsqu'on vit une vie utile. Mon avant-dernière question, si tout s'arrêtait aujourd'hui, de quoi serais-tu le plus fier? De mon épouse et mes enfants. D'accord. Ma dernière question, c'est peux-tu nous parler de l'activité de samedi prochain? En quoi il sera question? Comme ça, on clôture sur... Oui, alors, Eric, samedi prochain, ce qu'on va faire, c'est que, avec Narcisse, qui est donc CEO de BND Smart, l'objectif, c'est qu'on veut livrer à la communauté tchadienne et africaine quels sont les relais pour soit investir, soit repartir professionnellement dans le domaine de la finance en Afrique. On va couvrir d'abord la bourse. D'accord? Et on va vous expliquer quelles sont les opportunités d'investissement dans le domaine de la bourse avec la BRVM. Mais il n'y a pas qu'elle. On entend la BRVM. La bourse à Nairobi, moi j'ai un portefeuille de bourse à Nairobi. Tu peux investir à Nairobi. Là. Il y a la bourse à Casa. Souvent, c'est très simple. C'est ouvrir un compte bancaire, avoir une domiciliation. Ça passe par une petite mairie, hein, une domiciliation, et c'est tout. Tu peux avoir une bourse. Donc, c'est comment montrer déjà la bourse aux gens et comment on investit dans la bourse. Deux, c'est de parler de la fintech. C'est très bouillant dans le domaine de la fintech. Les premières licornes africaines qui ont atteint une capitalisation du milliard, c'est dans la fintech. Il y a Flutterwave, mais il y a Wave même. Wave qui est arrivé au Sénégal et qui est en train de cartonner en Côte d'Ivoire et tout le reste. Et nous, en Afrique centrale, on est très, très lent, timide dans ce domaine-là. Dans tous les domaines, d'ailleurs. Voilà. Et moi, je l'observe. Donc, que ça soit techniquement pour dire aux jeunes qui sont dans le domaine du droit, de la finance, de IT, ainsi de suite, que regardez ce côté. Sachez développer des outils d'agrégation de données, d'agrégateur de paiement, de portefeuille de monnaie électronique. Et je vous expliquerai comment vous pouvez faire. Il y a le domaine de la banque. Donc, j'ai dit bourse, fintech, puis la banque. Comment atterrir dans le domaine de la banque? Comment, dans ta posture ici, tu as fait 4-5 ans, tu es jeune, cadre, très bien formé, apprends, prends ici de ton positionnement la connaissance, la technique, tu pourras atterrir dans un poste de chef de service, de directeur, ainsi de suite, en Afrique. Mais comment arriver? Parce que
Si tu arrives en terrain conquis, déphasé, tu n'auras rien. Comment tu dois savoir atterrir? Il n'y a pas que le côté entrepreneurial, comment tu peux venir également en tant que professionnel et te développer. Ok. Puis le troisième, c'est le secteur de l'assurance et du financement. On va expliquer à ceux qui sont installés ici, si tu as une structure en Afrique, comment tu fais une demande de financement. Ça, c'est mon métier depuis 20 ans. D'accord? Quelles sont les phases? Tu passes par quoi? D'accord? Et l'idée derrière, en fait, c'est que c'est de nous retrouver en tant que communauté pour parler opportunités d'investissement et pas de façon théorique. Moi qui suis sur place, je viens vous ouvrir cette voie. Je vous dis les choses qu'on peut faire. Les choses que, comme tu l'as dit, les Chinois, les Indiens, les Libanais savent saisir, sont présents. Je donne un exemple. La dernière actualité, certainement, les Tchadiens qui sont ici ne sont même pas au courant. La Banque agricole du Tchad, la BAC, a été rachetée par Vistabank. D'accord? Vistabank, c'est un groupe bancaire qui rachète des banques pour s'installer. De la même manière que Société Générale a été rachetée par Choriste, BAC est racheté par Vistabank. Certainement, Vistabank peut vouloir ouvrir des actions ou s'il sait qu'il y a des structures tchadiennes organisées en conseil d'investissement, en club d'investissement, peuvent être intéressés. Il y a une fintech qui se lance, qui est déjà présente, qui s'appelle Konom, qui est pas mal, qui se débrouille, mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres qui arrivent progressivement. Comment on s'installe là-bas? Mais autour de la banque, il y a quoi? Il y a les activités d'agents bancaires. Est-ce que les gens savent ce que c'est? Non. Il y a des activités de tout ce qui est agrégateur de paiement. Est-ce que les gens savent? Il y a des activités de développeurs d'outils mobiles. Il y a comment être simplement un marchand de produits bancaires. Il y a être un agent de banque assurance. Comment être courtier d'assurance? Tu vois, cet univers-là, je veux venir le déposer, en parler, pour que ceux qui sont intéressés, que ça puisse cogiter dans la tête des gens. D'accord? Qu'il y ait un électrochoc et qu'ils se disent, quand je gagne 1 500, 2 000, 3 000 euros, rien qu'économiser 500 000 euros, c'est utile pour un jour faire des choses au pays. Et quand on dit rentrer, les gens pensent que c'est définitif. C'est pas j'ai fait mes valises, je rentre au pays. Non. C'est que je commence à mettre mon cœur déjà au pays. Tu vois? Je peux faire l'aller-retour. Il faut garder ta base parce que c'est utile. Faire des connexions entre les deux. Et nous aurons des invités qui vont, parce qu'on va faire en 3 phases. Une phase de présentation, 1 heure, où je veux détailler avec Narcisse. Il va parler du côté, chaque fois, quelle est la solution technique qu'on met en place. Il était au Sénégal, il a vu des choses. Il était en Chine, il a vu des choses. Il était au Burkina. Après, on aura une sorte de panel des questions-réponses. Et là, on a des invités qui seront là, surprises, des gens très intéressants dans le domaine du secteur de la banque, dans l'éducation, qui vont partager. Puis à la fin, 3e partie, 15 minutes, on veut quelles sont les résolutions. On décide quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Pour que ça reste un peu dans les esprits. Donc voilà cet échange. Ça aura lieu à la Défense. L'adresse est partagée, les places sont limitées. Réservez vos places, soyez présents, parce qu'on a en plus les jeunes dynamiques de CRDT qui sont là. Donc l'échange va continuer, il va être très intéressant. Et je pense que ce sont des choses à multiplier davantage. Je me joins à toi justement pour inviter tout le monde samedi. En tout cas, nous, on sera là. On va apprendre beaucoup de choses et on va surtout après opérationnaliser pour voir exactement selon les profils de chacun, selon les intérêts de chacun. Et je voudrais te dire merci avant de te donner la parole pour un mot de fin. Je voudrais te dire merci parce que je pense que c'est facile de lire, de suivre quelqu'un, mais c'est différent de s'asseoir et d'échanger autour de divers sujets, hein, même si c'est simplement faire connaissance, c'est déjà une avancée majeure. Je dis merci parce que ce que tu fais là, il y a plus de 100 000 personnes qui suivent. Il n'y en a pas beaucoup qui réagissent, mais nous lisons tous. Et ça nous affecte d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis avocat, je regarde les conseils que tu donnes aux juristes. Parfois, je dis non. Là, j'ai tiré que si je vais aller exercer en Afrique, il faut que je me spécialise encore plus en droit. C'est là-bas, c'est normal. Et pas juste des connaissances théoriques, mais une certification, quelque chose qui puisse cristalliser cette connaissance-là. Et donc, je te dis merci pour cela. Merci pour ta disponibilité. Merci pour tes conseils toujours. Et j'espère que les gens qui regardent vraiment bénéficieront grandement de cet échange.
il n'est pas fini. Et donc, la conversation continue, que ce soit ici ou sur la page du grand Edgar, parce que les conseils qu'il donne et les orientations qu'il donne, elles ne s'arrêtent pas. Et à travers ces conseils, à travers ces recommandations, nous allons tous être forcés à réussir. Donc, je te laisse un mot de fin. Merci beaucoup, Eric. Et je pense que, comme je disais, je souhaite à ton podcast de grandir, de se multiplier parce que tu fais un excellent travail. Merci. Je voudrais aussi féliciter le travail que tu fais au pays avec le Conciliabule. C'est très intéressant, réunir des gens et discuter des choses de l'esprit. C'est formidable. Nous, derrière la dynamique de Surbego, je vais présenter un peu aux gens pour qu'ils savent. On a une plateforme Telegram, Muscle ton profil, où nous donnons essentiellement des conseils CV et des conseils de projets professionnels. On est près de 10 000. Nous avons une autre plateforme Telegram qui s'appelle Lisez Bon Sang. Il y a plus de 50 000 livres PDF et nous parlons de lecture. J'ai lancé une dernière plateforme Banquier Bégou, rien que pour les banquiers. À peine quelques mois, là, on est déjà à 6 000 membres. Il y a le 40-40-10-10. Il y a bien d'autres conseils que nous donnons. Et donc, dans tout cet univers, prenez quelque chose. Il y a nécessairement quelque chose là-dedans qui vous sera utile. Allez le prendre. Et je vais terminer en vous donnant un kit parce que pour réussir, pour avancer, il faut avoir un schéma mental. C'est quoi un schéma mental? C'est de la même manière que Mohamed Ali, Cristiano Ronaldo, Mike Tyson, ils ont un rituel. Il faut avoir un mental, un schéma mental. Premier schéma mental, ayez un projet professionnel. La caméra est là, hein, c'est ça? Ayez un projet professionnel. Si tu n'as pas de plan, tu es le plan des autres. Les États ont des plans nationaux de développement. Les entreprises ont des plans stratégiques. Les ONG ont des plans. Toi, tu es le seul qui n'a pas de plan. Tu es le plan des autres. Donc, point 1, définis-toi un plan. Comment faire le plan? C'est simple. Le benchmarking. Retiens ce mot. C'est quoi le benchmarking? Je suis dans le droit. Je fais droit, quelque chose. Je cherche des profils droit. Je vois Eric. Comment Eric a fait pour être avocat au barreau de Washington? Je le check. Même si je ne le connais pas, je le fouille sur Facebook. Je le fouille sur LinkedIn. Je vais regarder. Les bons avocats, ils ont fait quoi? J'écris. C'est ça le benchmarking. C'est de voir les bons modèles, de copier leur chemin pour emprunter. Je veux faire la finance, j'observe le grand Edgar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par où? Il est monté, quelle formation il a fait? C'est ça le benchmarking. Je suis médecin, je veux être comme Croque-Mort, je vois ce qu'il a fait. Il n'a pas atterri comme ça aux Pays-Bas. Hein? Et les gens oublient, je fais un clin d'œil à Croque-Mort, ce garçon était parmi les plus grands écrivains quand il était dans son jeune âge. Médecin. Quand tu vois, il dit qu'il gagne des prix, c'est comme de la blague, mais c'est une très belle main d'écriture. Je vois Amine, qui a fait histoire et qui se retrouve à être DRH, puis à travailler dans une entreprise au Japon pour se retrouver directeur des infrastructures au Népal. Mais quand tu as des exemples comme ça, pourquoi tu t'empêches d'aller copier? Copie. Mais copier pas pour coller, copier pour adapter. Point 3. Tu adaptes comment? Les compétences. Quelles compétences ils ont eues? Ils sont bâtis dans quoi pour arriver à ce niveau-là? Ça, c'est le point 3. Et dans ce point 3, la base pour moi, anglais, même chinois, ajoute là-dessus, l'IA, tu ne peux pas laisser tomber l'IA. Tout ce qui est outil d'intelligence artificielle, mais également de business intelligence, Power BI, ajoute ce package pour te permettre d'avancer. Je ne comprends pas comment des jeunes, même quand ils sont allés au Nigeria, en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait TOEFL, ils n'ont pas fait IELTS. Alors que ce sont des outils que tu peux utiliser demain. Bâtir la compétence, sérieusement. Donc, si tu as fait le benchmark de Eric, parce qu'il est avocat, tu vois quelles compétences tu dois faire. Il a travaillé dans quoi? Quelle formation il a faite? Qu'est-ce qu'il a fait à côté? Quelles sont les certifications? Et progressivement, tu t'es défini cela pour faire comme lui. Et tu l'adaptes. Ce n'est pas le copier-coller. S'il a fait quelque chose en Corée, tu n'es pas obligé d'aller en Corée pour le faire. Il y a un endroit ailleurs où on peut le faire. Quatrième point, la méthode. Et pour moi, la méthode, c'est une discipline de travail et une exigence du détail. Cette méthode apprend à te lever tôt,
Un champion a une vie de champion. Cristiano Ronaldo, que tu aimes beaucoup, Messi, que tu aimes beaucoup, s'ils vivaient comme toi, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Donc, fais ce qu'ils font pour être comme eux. Ils sont disciplinés. Ils se lèvent très tôt le matin, ils ont un rituel, ils planifient leur journée, ils sont focus travail, ils ont de la gratitude dans le cœur, ils s'améliorent, ils font les feedbacks. Donc, il faut que tu aies de la méthode. Avant-dernier point, la chance. On ne sait pas ce que c'est que la chance. La chance a une définition. C'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Il faut être préparé avant de capter la chance. Permets-moi une petite anecdote. Ma mère défunte était avec une de ses cousines. Tu sais, on avait des oncles avant qui étaient fonctionnaires des ONG et qui roulaient avec les voitures. Et donc, l'oncle avait une voiture et un matin, il est venu dire, tiens, moi, je veux aller vers Bitogo, c'est la frontière Centrafrique. Et j'ai ma pick-up qui est libre, donc est-ce que vous devez partir? Ah, ma mère, la tante qui dit, mais tiens, nous, on veut aussi aller vers là-bas, donc ça tombe bien. L'oncle dit, et je quitte demain tôt le matin. La tante qui dit, mais attends, on n'est pas prêt. Ma mère dit, moi, je suis prête. La tante qui dit, mais tu es méchante, toi, comment tu peux dire ça? Convainc-le d'attendre, machin. Elle dit, non. Lui, son patron l'attend. Si on le fait retarder, ça peut impacter sur lui. Par contre, pour faire ce voyage, on devait voyager depuis. Moi, j'étais déjà préparé. Je suis prête. La tante a mal pris. D'accord? Et ma mère était prête. Cette préparation a rencontré l'opportunité. Plus tard, la tante dit, tu es vraiment chanceuse. Hein? Non, elle n'est pas chanceuse. Elle a eu une préparation qui a rencontré l'opportunité. Donc, sois préparé tout le temps. N'attends pas une rentrée scolaire, une date de concours. Non. Si tu veux faire de la programmation, travaille, je le dis souvent à mon petit, prépare-toi régulièrement parce que ce que tu ne maîtrises pas sur l'opportunité, il peut arriver à tout moment. Dans un petit détail, lors d'un concert, lors d'une discussion, avec des amis, on va dire, mais tiens, tel s'est programmé. Oui, moi, je suis là, c'est programmé. Et c'est de fil en aiguille que tu arrives. La préparation qui rencontre l'opportunité. Puis à la fin, et je dois le dire, la dimension spirituelle, c'est important. De la gratitude, d'accord? Sois positif, pousse les gens vers l'avant. Sonde-toi au fond de toi-même pour voir quelle est ta destinée. Tu comprendras. Prends le temps, fais l'introspection spirituelle et l'introspection du croyant. Et tu comprendras, parce que nous, chrétiens, il y a une prière, on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, elle va passer par des gens. Cette volonté passera peut-être par toi, par d'autres personnes. Et donc, sois ce vecteur utile qui fait du bien vers le bas. Et il n'y a rien, et ça je le dis pour ceux peut-être qui ne croient pas, il n'y a rien qui est aussi puissant que des gens bosseurs, travailleurs, qui sont bâtis dans une conviction spirituelle. Rien n'est puissant. Il y a le pire et le bon. Le pire, c'est ceux qui sont fanatiques par tuer. Le bon, c'est ceux qui sont convaincus et qui résistent. D'accord? Vous voyez, le pays comme l'Iran, ils ont une conviction spirituelle forte. Mais ils ont une préparation technique forte. Des ingénieurs de très haut niveau. Ce qui fait qu'ils sont convaincus de ce qu'ils font. La connexion entre le travail physique et cette conviction spirituelle pour le bien te fait de toi quelqu'un qui demain va changer le pays. Donc, j'ai été assez long, mais voilà le kit que je veux que tu retiennes. Benchmarking, compétences, méthode. Ah, j'ai oublié la lecture, là au milieu, la lecture. Et après la lecture, tu as la chance, il faut comprendre ce que donne la chance, le spirituel. Et la lecture, j'ai fini par ça. Lisez donc, bon sang. Lisez. Merci. Merci, il n'y a pas meilleure conclusion que ça. Rendez-vous au prochain numéro. Peace.